de faire converser, excusez-moi, je recherche le petit voilà, c'est pas de, bon, pas grave, voilà, c'est parfait, merci Michel. Repenser l'art de faire converser recherche pratique. Et nous avons décidé de donner une petite dimension artistique à cette deuxième session, puisque nous sommes convaincus qu'une des manières de repenser l'art de la rencontre, par définition, l'art de la rencontre, c'est d'avoir peut-être aussi recourir à d'autres formes d'objets et de modes de production et de communication. Et donc, 3 auteurs, alors MDM, NFC et NCK, ont eu l'amitié de mettre en film quelques-unes de leurs œuvres. Voilà, donc je vous laisserai les découvrir. Et nous débutons tout de suite, sauf erreur de ma part, avec Thomas, qui est le premier au programme, il me semble. Alors, peut-être en guise d'introduction, juste pour présenter très brièvement, Thomas Paris, professeur à HEC Paris, chercheur CNRS. Thomas anime le séminaire création de l'École de Paris du management depuis plus d'une décennie, Thomas. Voilà. Plus d'une décennie, mais tu vas... 18 ans. Voilà, donc tu vas nous en parler et c'est absolument passionnant ce qui est produit par l'École de Paris, le compte-rendu de l'École de Paris, les productions de l'École de Paris, mais tu vas nous en dire davantage. Aurélien Rouquet, professeur à Neoma Business School et rédacteur en chef de la Revue Française de Gestion. Alors on ne dit plus nouveau, ça fait plus d'1 an maintenant, hein, donc rédacteur en chef de la Revue Française de Gestion, nous parlera de la Revue Française de Gestion, je crois une petite surprise pour nous. Et donc je ne dévoile rien. Françoise Chevalier, professeure à HEC Paris. Françoise Chevalier, dont nous connaissons tous l'appétence à la fois pour la recherche qualitative, pour la recherche enracinée en Afrique, puisqu'il me semble que tu as coordonné notamment avec Emmanuel Camden, président Camden, que je salue. Et donc il va nous parler de cet art, voilà, de faire de la recherche qualitative. Pierre-Jean Bengozi, professeur à l'École Polytechnique, ancien président de la section 37 économie-gestion du CNRS, et ancien membre du collège de l'ARCEP, donc l'autorité de régulation des télécoms, va nous parler notamment de la place de la recherche dans la décision. Voilà. Enfin, Alain Charles Martinet conclura autour de l'approche pragmatiste. Est-ce que finalement, la solution, la bonne formule, c'est pas je trouve d'abord, je cherche ensuite. Je résume, hein, mais bien trop brièvement. Thomas, tu as la parole. Merci Jean-Philippe. Alors peut-être que ça va faire écho avec ce que tu viens de dire. Moi j'ai mis 20 ans à comprendre ce que je faisais. J'ai mis 20 ans à être en mesure d'essayer d'expliquer ce que faisait l'École de Paris du Management et peut-être à entrevoir un peu de réponse à la question que le fils de Michel Bergada ne pose pas uniquement à sa maman, mais pose à nous tous, c'est-à-dire quelle peut être notre contribution aux enjeux actuels. Et j'ai mis 20 ans, et comme tu as dit qu'on allait faire des crimes, tu nous as poussé au crime et qu'on est à Versailles, moi j'ai fait un crime de lèse-majesté, et c'est grâce à notre actuel président de la République que j'ai compris tout ça, puisqu'il y a 2 ans et demi, je crois, le monde rentrait dans une pandémie globale. On s'est rendu compte en France que finalement cette pandémie n'allait pas s'arrêter à notre frontière, mais qu'on allait aussi y passer. Et le président de la République a pris la parole dans une première allocution qui peut rester dans l'histoire pour 2 raisons. D'abord parce que c'est la première fois qu'un président de la République nous expliquait comment se laver les mains. Et ensuite parce qu'il concluait son allocution en disant qu'il allait falloir repenser le monde d'après, qu'il allait falloir repenser le monde, ce que j'ai trouvé particulièrement audacieux. Et puis le temps est passé, le président de la République a tenu sa promesse et un jour il nous a annoncé la composition de la commission qui allait penser un nouveau modèle de société composé de beaucoup d'économistes, prix Nobel, des gens extrêmement prestigieux qui pensent le monde depuis des années et qui sont pas tout à fait étrangers aux décisions qui sont prises depuis des années. Donc, première déception, et puis quelques temps après, je ne sais pas si vous avez vu cette tribune merveilleuse de 2 prix Nobel d'économie dans Le Monde, où on leur accordait 2 pages pour expliquer qu'il fallait se confiner à la Toussaint pour pouvoir manger de la dinde à Noël. Et c'est là que j'ai compris un petit peu ce qu'on faisait, le rôle qu'on pouvait avoir, et notamment à partir de mon expérience à l'École de Paris. Je reviens un peu en arrière, et donc après avoir fait une thèse sous la direction de Pierre-Jean ici présent,
j'ai eu l'intuition qu'il y avait quelque chose de particulier autour des activités de création, les industries créatives, donc le terme qu'on utilise pour désigner la mode de cinéma, le parfum, l'architecture et le design, l'édition, le jeu vidéo, et qu'il y avait une économie de la création. Et comprenant que j'arriverais absolument pas à étudier chacun de ces secteurs les uns après les autres, parce que ça me prendrait un temps fou, je me suis tourné vers l'École de Paris et Michel Berry, son animateur, en disant « Est-ce que tu accepterais que je monte un séminaire dans ce cadre-là pour défricher ces questions et pour essayer d'explorer un petit peu cette intuition ?» Il m'a dit oui, le séminaire, comme l'a rappelé Jean-Philippe, dure depuis 18 ans, et je vais essayer de vous expliquer ce qui m'a permis de faire, ou ce qui nous a permis de faire. Donc, le principe de l'École de Paris, c'est de réunir des praticiens, des managers et des gens du monde académique autour de la connaissance que détiennent les praticiens. Et avec cette hypothèse que énormément de connaissances est sur le terrain, dans une approche microscopique, contrairement à l'approche macro qui est beaucoup utilisée aujourd'hui dans la prise de décision publique notamment, et qui a une extrême richesse, et notamment quand on veut aborder des questions nouvelles, défricher des questions, ou penser le monde d'après, par exemple. Et donc c'est des réunions qui mettent en avant des individus qui viennent expliquer un petit peu leur démarche, leur organisation, leur fonctionnement, leur processus, leurs réponses, leurs enjeux, et qui ensuite sont soumis à des questionnements de la part des chercheurs, donc qui viennent avec leurs questionnements, et puis de la part de l'ensemble de l'Assemblée, ce qui permet d'avoir des angles extrêmement variés. Et ça, dans ma démarche, m'a permis de développer une compréhension de cette économie de la création, puisque ça me permettait d'accéder à des gens sans leur dire je me pose une question extrêmement précise, je fais une recherche extrêmement précise, mais en leur disant je vous offre une tribune parce que je voudrais mettre en avant ce que vous faites, et ce qui permettait de récupérer un petit peu cette connaissance-là. De manière beaucoup plus générale, c'est ce que fait l'École de Paris. Se dire une grande partie de ce qui se jouera demain se passe aujourd'hui sur le terrain, et une grande partie de ce qui jouera demain n'est absolument pas accessible par les outils de pilotage qu'on peut avoir aujourd'hui au niveau des politiques publiques notamment, qui sont basés sur des grandes masses, des grands chiffres, des grandes entreprises. Par contre, tout ce qui émerge ne se voit pas forcément, et la dimension micro n'est pas appréhendée. Et quand on bascule de paradigme, comme c'est le cas aujourd'hui, ça devient extrêmement précieux, puisque nos décideurs actuels et ceux qui les conseillent sont sans doute, non pas les outils, ou en tout cas on construit des outils qui ne sont pas forcément adaptés à un monde qui se renouvelle du fait de la rareté des ressources. Donc ce que moi j'ai pu faire avec l'École de Paris, et c'est ce format particulier de recherche qui n'est pas toujours très très bien compris dans le monde académique, c'était ça, c'est arriver à générer de la connaissance, faire émerger de la connaissance qui existe sur le terrain, qui n'est pas forcément bien documentée, dans une approche ouverte, dans une approche divergente, dans une approche qui laisse venir la surprise et la découverte, dans une approche exploratoire, on dirait aujourd'hui dans une revue, dans une note de méthodologie, et ça m'a permis à moi de développer une forme d'expertise dans la compréhension de cette économie de la création. Voilà. Et pour terminer sur l'École de Paris, s'il me reste une minute, donc on s'est rendu compte que depuis l'École de Paris a 30 ans, je crois, maintenant, je ne suis pas sûr de la date, mais une trentaine d'années, et qu'elle a mis en évidence un certain nombre d'initiatives prises sur le terrain, dans des grandes entreprises, dans des associations, dans des ONG, dans des collectivités territoriales, d'individus, de collectifs qui s'efforcent d'apporter des réponses aux enjeux du monde d'après, qu'ils soient écologiques, sociaux, sociétaux, etc. Et que si on veut arriver à se représenter ce que peut être cette nouvelle société vers laquelle on doit forcément aller, là il y a une connaissance extrêmement précieuse qu'il faut absolument exploiter. Et donc ça c'est un des projets qu'on développe aujourd'hui à l'École de Paris. Merci beaucoup. Merci Thomas. Aurélien Rouquet. Ah, c'est à moi, dans le programme j'étais 4e, mais je peux commencer si tu veux. Oh, tu es 2e là, donc allons-y dans l'ordre. Bonjour, alors moi je suis un bon élève, et donc Jean-Philippe nous a demandé un petit peu d'avoir des punchlines pour que évidemment ça reste dans le débat. Et moi, pour vous parler de la RFG, j'ai envie de vous parler d'Alain Bachung. Alain Bachung, c'est un chanteur que moi j'aime beaucoup, notamment ses derniers albums, et il y a une de ses chansons célèbres, plus ancienne, qui s'appelle Gabi au Gabi. Je pense que vous avez tous en tête un petit peu cette chanson.
et qui finit par ces deux phrases un petit peu énigmatiques. À quoi ça sert les frites si t'as pas les moules? À quoi ça sert le cochonnet si t'as pas les boules? Je me suis dit que c'était une bonne manière de présenter la RFG, parce que ce que cherche finalement au fond la RFG, c'est avoir les frites et les moules. À contrario de tout un tas d'autres revues, notamment anglo-saxonnes, qui se concentrent sur les frites et qui sont bien sûr américaines, notamment. Parce que le point fondamental finalement de la RFG que j'ai défendu quand j'étais élu rédacteur en chef, que Jean-Philippe a défendu au sein de son mandat et qu'on peut retracer historiquement jusqu'à l'origine. J'étais cette semaine d'ailleurs à la BNF et j'ai regardé le premier éditorial de la RFG par le président de la FNEJ de l'époque, qui défendait exactement la ligne que je vais vous défendre aujourd'hui. C'est qu'il faut avoir une recherche connectée aux entreprises. Ça n'a pas de sens de séparer les deux. Et c'est ça le postulat de départ de cette revue, qui a été fondée en 1975 à l'initiative de la FNEJ, qui a un endroit pour faire dialoguer les chercheurs et les praticiens était absolument indispensable. Alors à l'origine de la RFG, quand on regarde les premiers numéros, il y avait des entretiens de grands managers. Dans le comité de direction, on avait un certain nombre de gens qui étaient des directeurs d'entreprise. Il est clair qu'aujourd'hui, on a eu une transformation et qu'il y a eu, malgré tout, on peut le constater, une forme d'académisation de la RFG, avec plus d'académiques dans le conseil de rédaction et des papiers qui sont peut-être plus théoriques. Mais malgré tout, dans le paysage global des revues, on cherche absolument à résister à cette tendance, et on le fait par plusieurs stratégies. La première, c'est qu'on garde l'idée que les articles doivent être lisibles. On ne cède pas à un méthodologisme qu'on trouve dans la plupart des revues mieux classées, avec la volonté d'avoir des encadrés méthodologiques qui sont courts, d'avoir des textes qui sont lisibles, d'avoir des sujets pertinents, en lien avec l'actualité et avec les enjeux sociétaux. C'est pour ça qu'on a, cette année, lancé un appel sur qu'est-ce que fait l'Anthropocène par rapport aux sciences de gestion, appel pour lequel on a reçu d'ailleurs, puisque la date était hier, plus de 25 propositions. On le fait avec les vidéos et la diffusion de la pensée qui est publiée dans la RFG, notamment dans l'émission de Jean-Philippe. On l'a fait récemment aussi l'an dernier avec un appel qu'on a lancé qui est l'appel Némésis, qui a consisté à demander aux chercheurs en gestion de prendre la parole dans le débat public pour que justement cette parole ne soit pas monopolisée par d'autres disciplines qui bien sûr ont une légitimité à parler, mais il faut que les chercheurs en gestion et en management parlent dans le débat public. Et ça aboutit à ce que 5 textes soient publiés dans le monde, 8 dans les Échos, 4 dans la revue Acteurs Publics et 5, je crois, dans l'Observatoire ASAP de l'IEMEA. Donc, c'est quelque chose que la RFG porte et qu'elle va continuer à porter. Et pour revenir à ma citation de Bachung, les moules frites, c'est aussi un symbole, peut-être, de la France et plus largement de la francophonie, puisqu'on va les déguster aussi dans d'autres pays, notamment en Belgique. Et ça illustre aussi ce positionnement francophone de la RFG qui est fondamental. Parce qu'on croit qu'il est indispensable qu'une revue en langue française continue à exister, à peser dans les débats du monde, parce qu'on ne pense pas la même chose quand on écrit en français que quand on écrit en anglais. Et parce qu'au fond, derrière cette question de la langue, il y a aussi la question des modèles qu'on veut défendre, des modèles du capitalisme qu'on veut penser. Et est-ce qu'aujourd'hui, il faut continuer avec un capitalisme anglo-saxon qui a fait les ravages que l'on peut constater, ou est-ce qu'il faut inventer un autre modèle francophone, européen, compatible avec l'Anthropocène? C'est aussi quelque chose dont on est convaincu avec la revue Française de Gestion. Et donc c'est pour ça que je voulais vous parler de Bachung. Merci. Merci Aurélien. Madame Rêve, paraît-il que Madame Rêve, donc Françoise, c'est à toi. Que nous disent tes rêves quand ils s'attaquent à la relation entre recherche et pratique? Mes rêves, c'est un peu
déconcertant là tout de même. Alors, bon, j'ai cherché effectivement à tisser quelques éléments de réflexion autour des relations entre recherche et pratique, entre recherche et entreprise. Alors, cette réflexion-là, elle s'inscrit quand même dans une longue tradition de débat. Et c'est un thème quasiment encyclopédique que tu nous proposais, Jean-Philippe. Au-delà des rêves que tu ajoutes ce matin. Alors, il y a beaucoup d'auteurs qui se sont penchés là-dessus. Si on rappelle, par exemple, Argyris dans son ouvrage Savoir pour agir, ou alors Schoen dans The Reflective Practitioner, entre autres. On peut aussi citer Fred McClure quand il travaille sur les connaissances delta, c'est-à-dire les connaissances qui se créent dans l'action. Pour réfléchir donc à ce thème-là, moi j'aborderai simplement trois points. Le premier point, bien connu de chacun d'entre nous, c'est le DBA. Le deuxième point, aussi bien connu de chacun d'entre nous, c'est le BSI, le Business Science Institute, mais en tant qu'entreprise académique étendue. Et le troisième point que j'aborderai, c'est dans un domaine un peu différent, dans un registre un peu différent, c'est l'expérience de sciences collaboratives initiée par le CNRS autour du blog. Alors, premier point, le DBA. Le DBA incite effectivement à repenser les relations entre recherche et entreprise, recherche et pratique, au sens large du terme. Les doctorants en DBA sont en prise directe avec les problématiques des entreprises, les questions qu'ils se posent, et ils en ont une connaissance intime. Et ils ont à leur disposition un ensemble de matériaux empiriques tout à fait conséquents. Alors, l'une des questions qui se pose à ce moment-là, c'est celle de la distanciation. C'est celle de l'arrachement momentané au terrain pour mieux y revenir ensuite, armé de questions de recherche et d'angles de lecture. Et, ce qui est en jeu, là, à ce moment-là, c'est effectivement ce travail de conversion de connaissances implicites, tacites, en connaissances plus explicites. Alors, c'est dans ce contexte, brièvement rappelé, que se pose un certain nombre de défis pour nous enseignants dans le DBA, et l'un d'entre eux tient aux enseignements concernant les méthodes et les outils de recherche. Alors, toute la gageure, c'est de ne pas sacrifier à la rigueur scientifique, tout en facilitant en même temps l'accessibilité à cette même rigueur. Et c'est cette double exigence-là, entre rigueur et pragmatisme, qui tisse, qui nourrit toute la ligne de crête éditoriale des ouvrages parus chez l'EMS, pour le BSI. Alors ce premier point, le DBA, me semble-t-il, ça nous incite à repenser les modalités de présentation des méthodes et des outils de recherche pour les mettre à disposition des managers doctorants et des entreprises. En évitant, autant faire que se peut, ce que Voltaire nommait des faussetés admirablement déduites. C'est le premier point. Alors, le deuxième point, c'est le Business Science Institute en tant qu'entreprise académique étendue. La notion d'entreprise étendue, on est tous familiers avec, c'est le fait qu'une entreprise, elle ne se limite pas à ses employés, à ses dirigeants, à son conseil d'administration, mais qu'elle inclut les fournisseurs, les clients, les acteurs de son environnement et de l'environnement en général. C'est l'entreprise étendue, c'est une forme d'entreprise qui a un taux de sous-traitance ou de co-traitance particulièrement élevé et qui fonctionne en réseau et en ligne. Et l'entreprise étendue, elle valorise l'intelligence collective au service de l'action. Alors, c'est une forme d'entreprise qui est beaucoup répandue dans l'aéronautique, dans le domaine de l'automobile,
l'automobile, mais aussi dans la santé, mais aussi dans les secteurs comme la banque ou l'assurance. Hein. Cependant, il n'est pas nécessaire d'être Boeing ou Airbus ou Dassault pour être une entreprise étendue. Les TPE, les PME et les ETI le font aussi. Alors, si toutes les entreprises potentiellement ont vocation à devenir entreprises étendues, il me semble que l'académique n'y échappe pas non plus. Notre univers aussi, parce que sur le net, on trouve des plateformes en libre accès, ou des plateformes payantes où les institutions, nous les enseignants-chercheurs et les apprenants peuvent trouver des ressources éducatives tout à fait intéressantes. Alors, ce qui suppose quand même bien sûr d'avoir des moteurs de recherche suffisamment puissants et intelligents pour repérer les contenus pertinents pour les apprenants. Alors, il y a de multiples acteurs en ce moment. Je pense par exemple à la Khan Academy, c'est un d'entre eux. Le Business Science Institute, qui regroupe des enseignants de disciplines très différentes, qui viennent d'institutions très différentes, et de pays très différents, qui regroupe aussi des doctorants managers qui ont des métiers très différents, des secteurs d'activité différents et de formations différentes. Le Business Science Institute fonctionne en entreprise académique étendue, poursuivant un projet commun. Alors, ce qui est très intéressant, me semble-t-il aussi, et par un aspect curieux de renversement de perspective, le Business Science Institute, en tant qu'entreprise académique étendue, nous invite, devient aussi un objet de recherche. Le troisième point, tu me fais plein de signes. Le troisième point, qui est un petit peu différent dans un autre domaine, pourrait aussi s'efforcer d'articuler les liens entre recherche et pratique, recherche et entreprise, c'est l'expérience de sciences collaboratives proposée par le CNRS du Blob. Le Blob, alors c'est le CNRS qui a lancé cette expérience-là en 2021-2022. C'est intitulé « Derrière le Blob, la recherche ». C'est un projet scientifique qui est ouvert à tous les volontaires. Il y a quand même plus de... Je vais continuer quand même, je suis mauvais élève. Sergent Bengozi devra tenir son temps de parole. Il y a plus de 15 000 personnes. On a HEC des voies polytechniques. Non. Mais on a l'habitude. C'est une expérience qui permet d'étudier les effets du changement climatique sur la biodiversité et sur le blob. Alors le blob, c'est quand même un organisme, je vais plus vite, c'est un organisme hors norme, c'est pas un animal, c'est pas un végétal, c'est pas un champignon, ça n'a pas de cerveau, mais c'est un organisme unicellulaire qui peut apprendre, qui peut transmettre des informations en fusionnant avec ses congénères. Un blob, ça double de taille quotidiennement et ça peut atteindre plusieurs dizaines de mètres carrés. Alors, si vous participez à cette expérience, vous recevez du CNRS un ensemble de connaissances, vous recevez des boîtes de pétri et vous recevez des échantillons de blobs. Alors, vous allez hydrater, vous allez nourrir les blobs, puis vous allez les exposer à des températures différentes et vous envoyez toutes ces données-là au CNRS. Et à partir des connaissances apprises, vous faites en fait des observations, des retours d'expérience. Alors, ce type de mise en œuvre d'une intelligence collaborative, ça demande un type de management aiguisé, en ligne, avec une codification pédagogique très poussée. Il me semble que dans tous les domaines scientifiques, ce mode de fonctionnement est vital. Donc le blob, c'était mon troisième point, l'expérience collaborative illustre bien cette relation-là. Je vais terminer maintenant avec ma conclusion. Alors, quelques éléments de conclusion, c'est s'intéresser, mais le thème était vaste, au lien entre recherche et entreprise, recherche et pratique, c'est finalement, me semble-t-il, redonner la priorité au terrain. Et c'est in fine nous inviter à revisiter le pragmatisme au sens des fondateurs des travaux de Peirce, Newell et Watson. Quelle magnifique transition. Et évidemment, nous n'avons pas adressé
accès au CNRS l'ensemble des émissions Mix-Up d'Aficanal en tant que blob et des extraits de ces rencontres stratégiques, puisque nous sommes exactement dans l'esprit. Retour à Polytechnique après Demain à Paris, Pierre-Jean Bengozi. Merci d'abord de l'invitation, de cette occasion d'échanger. Puis c'est vrai que la réflexion amène à une forme de retour. Et alors je suis passé du blog au télécom et au numérique, puisque c'est mon domaine, mais ce qui me semble intéressant aussi, avec un regard un peu rétrospectif sur la carrière, c'est que c'est finalement peut-être moins simplement les objets en tant que tels. On a une chance extraordinaire, enfin, travailler sur le numérique depuis le début jusqu'à maintenant, on a des transformations, il se passe tout le temps quelque chose, etc. Donc c'est extraordinaire du point de vue de la connaissance, mais finalement ce qu'on voit, et ce qui finalement qu'on retrouve dans ce que disait François à l'instant, c'est que c'est aussi une chance dans la manière, dans l'évolution de la manière de penser la recherche, de penser la création de la connaissance et de penser l'intervention. Et je prendrai l'illustration suite à l'interpellation de Jean-Philippe, justement à la fois de l'expérience que j'ai pu avoir comme régulateur des télécoms, comme gendarme des télécoms, donc à l'ARCEP. Alors, recherche et pratique, pour un chercheur du CRG, pour un chercheur à une formation d'ingénieur, c'est pas forcément quelque chose de très nouveau. Hein. Enfin, c'était presque dans l'ADN du labo, cette relation à la pratique, etc. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, de ce que je retire de l'expérience de l'ARCEP, c'est qu'il y a un cran de plus dans la relation à la pratique, qui n'est plus simplement les sciences de l'action, les sciences pour l'action, ce qui est le travail d'ingénieur, ce qui est aussi une certaine vision du manager. Je collecte les informations, les données, je lis, etc. Et puis j'applique ça dans les pratiques. Et en fait, on voit dans l'engagement de l'action quelque chose qui va un peu plus loin que simplement de la recherche-action. Alors, moi, quand on m'a proposé d'être au collège de l'ARCEP, ma première réaction, ça a été de dire, oui, tiens, bon, d'abord, mis à part le côté un peu intéressant et à la fois honorifique un peu du terme, mais c'est une continuité de la recherche, parce que finalement, en étant dans la cabine de pilotage du secteur, ça me donnait accès aux plus grands dirigeants du domaine, à des données, à des informations, à une compréhension fine des stratégies des grandes entreprises du secteur, des acteurs du numérique, etc. Donc finalement, une continuité de la recherche dans l'opportunité de collecter davantage de matériaux, davantage d'infos. Et puis aussi une occasion de mieux comprendre finalement le fonctionnement des politiques publiques, la construction des politiques publiques et de la régulation, l'organisation d'un secteur, etc. Mais très vite, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'intérêt, il est au-delà de ça. Il est aussi dans l'opportunité de s'engager dans la pratique, dans la décision, en pratiquant quelque chose, je disais, qui va plus loin que la recherche-action, qui est une forme de recherche-décision. Recherche-décision, à savoir, finalement, au-delà des compétences qu'on peut avoir sur la maîtrise d'un domaine, être en position de décision, ça veut dire, et on va retrouver les termes qu'on a utilisés depuis ce matin, faire converser les différents points de vue. Les lobbies, par exemple, quand ils viennent dans votre bureau, quand ils vous proposent des mémoires, ils viennent nourrir la construction du champ, proposent des visions alternatives et construites. Et ce qui devient intéressant, c'est pas de simplement dire lui il a raison, lui il a tort, etc. Mais de dire finalement quel est, de tous ces différents points de vue, comment on peut construire une vision partagée. Non pas une vision consensuelle, mais une vision partagée. Et ça, c'est très proche finalement de notre travail de recherche. On lit des articles, il y a des articles qui vont dire, qui vont avoir des regards un peu différents sur les secteurs. Et donc je pense que ce travail de finalement cette épistémologie de la recherche décision me semble intéressant parce qu'elle fait d'une part écho au travail qu'on peut avoir comme chercheur quand on est confronté à différentes parties prenantes, à différents textes, à différents auteurs, à différentes visions du monde, mais elle se retrouve aussi très très directement dans l'action et dans la pratique, non pas simplement comme application de savoirs qui ont été élaborés à lui. Alors par rapport à ça, finalement, les leçons à en tirer, pour moi, c'est que, alors je ne vais pas paraphraser la fameuse expression, hein, la recherche est un sport de combat. Elle est un sport de combat au sens où effectivement, au combat où on se confronte et on se frotte à différents acteurs, visions, etc. Enfin, Thomas a dit des choses un peu dans ce sens-là. On va dire aussi, enfin, on
on l'a tous dit d'une manière ou d'une autre, mais ça amène aussi, dans l'exercice de notre métier, à pas découper action, entrepreneuriat, pratique, engagement. Alors, je parle devant un entrepreneur académique, hein, puisque je crois que c'était le titre de hommage à Michel Calica, publié il y a un an ou deux. Mais c'est vrai que c'est difficile, c'est à la fois pour moi, en tout cas dans les différentes fonctions que j'ai pu assurer, y compris d'ailleurs en termes d'administration de la recherche, c'est la même façon de travailler. C'est la même façon de travailler sur l'écoute des points de vue, sur la construction d'une vision commune ou de vision partagée, pour reprendre le terme que je donnais, et sur la production de connaissances. Et pour moi, c'est en tout cas dans cette perspective-là que je vois l'évolution de notre métier et ce qu'est aujourd'hui le lien entre recherche et pratique, non plus simplement, je reviens à ce que je disais au début, les sciences pour l'action, non pas simplement une fonction d'ingénieur, bon, je suis ingénieur à la base, mais une fonction qui est très proche de ce que font les managers du BSI, avec finalement à la fois leur pratique et, c'est mon dernier mot, à la fois l'élaboration d'une connaissance et puis l'élaboration dans une perspective d'engagement dans la décision. Donc tout ça est bien entendu une incitation à vous engager dans l'action et la décision. Transition, alors j'évoquais, je trouve d'abord, je cherche ensuite, et je trouve que tu as fait aussi une magnifique transition pour annoncer les conférences déroulant tout à l'heure avec notamment Xavier Durand, directeur général de COFAS, qui nous a rejoint, qui est dans la salle, autour de l'orchestre de jazz, donc ce savoir partagé, voilà, partageons-le. Alain Charles, le pragmatisme. Merci. Rassurez-vous, je ne développerai que 7 des 12 points que Jean-Philippe rappelle, je trouve d'abord, je cherche ensuite, cette fameuse phrase qu'on prête à Picasso. Et je crois bien que ça correspond un peu à ce que j'ai esquissé tout à l'heure en disant que dans ma thèse de doctorat, dès ma thèse de doctorat, j'avais trouvé, puis qu'ensuite j'ai passé 50 ans à chercher. À chercher quoi? À chercher à étayer finalement ce que j'avais trouvé, le petit quelque chose que j'avais trouvé, c'est-à-dire cette position épistémologique et surtout cette conviction qu'on ne pouvait pas faire de recherche si on ne tissait pas cette recherche avec un travail épistémique à peu près constant au sein même du processus de recherche. Bon, toute proportion gardée, c'est du Piaget, hein, c'est-à-dire de l'épistémologie génétique. On ne fait pas de la psychologie d'un côté et de l'épistémologie de l'autre, on ne fait pas de la stratégie d'un côté et de l'épistémologie de l'autre. On fait un travail épistémique dans le cadre d'une recherche, pour ma part, en stratégie. Alors, épistémologie pragmatiste, c'est un vocable auquel je me suis rallié il y a une quinzaine d'années maintenant, après avoir erré, ou en tous les cas m'être enrichi, chemin faisant, de la complexité avec Morin et Lemoigne, de l'ethnographie avec Jacques Gérin au sein du séminaire Pont d'Or, etc., avec Élie Bernard-Veil, la systémique ago-antagoniste. Et finalement, depuis 12 ou 15 ans, j'ai adopté le vocable d'épistémologie pragmatiste pour éviter le vocable d'épistémologie constructiviste qui avait été totalement dévoyé au fil du temps. Alors, il m'a toujours semblé, alors je me répète, dès ma thèse de doctorat, que la recherche en stratégie était particulièrement congruente, que l'objet même de la stratégie était particulièrement congruente, consonante avec une épistémologie pragmatiste. Parce que la stratégie ne se ramène pas à des lois générales, si A alors B, qu'on peut appliquer n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, mais elle n'a de sens que si on se livre en situation et en contexte à un travail d'enquête. Et Dewey développera, vous le savez, fortement cette notion d'enquête. Et finalement, l'enquête du stratège n'est pas très différente de l'enquête du stratégiste ou du chercheur en stratégie. Alors, peut-être parce que j'ai un peu vieilli, il me semble que les événements récents, quand je dis récents, c'est naturellement pandémie, guerre, etc., ne font que conforter cette conviction. C'est-à-dire que ces bouleversements sont tels qu'ils ne nous permettent plus de nous réfugier
derrière le tas de publications accumulées au fil des 50 dernières années en disant je vais puiser la loi 25 si A alors B pour. Tout ceci n'a plus aucun sens. Ça nous invite au contraire à, me semble-t-il, à un aggiornamento radical. Les entreprises, les organisations affrontent aujourd'hui des situations nouvelles, dans des contextes nouveaux, et c'est la caractéristique première de l'épistémologie pragmatiste. Partir de situations problématiques et non pas partir de l'hypothèse 25 bis dont il faut valider une variante 25 terre. Le cas échéant, on reviendra à l'hypothèse 25 bis, chemin faisant, dans le cadre de l'enquête conceptuelle, tissée avec l'enquête empirique. Mais il me semble que nous avons mieux à faire que de partir systématiquement de l'hypothèse 25 bis. Et je pense que, notamment avec Françoise et d'autres, l'Afrique nous a beaucoup incité à prendre en considération ce genre de choses dans des contextes radicalement différents de ceux qui ont présidé à l'élaboration de toutes ces lois qui se sont accumulées. Il faut déjà que je finisse. Alors, écoutez, je finirai en disant quoi il y a deux citations. Une de Keynes, je ne peux pas m'empêcher de sortir cette citation de Keynes parce que nous serions capables d'éteindre le soleil et les étoiles parce qu'ils ne nous versent pas de dividendes. Dans mon bouquin, j'ai essayé de montrer que la financiarisation ou la liquéfaction du capitalisme et des organisations était aussi le produit de nos propres carences et de nos propres lacunes dans une recherche en stratégie et en management inappropriée. À force de vouloir expliquer de façon neutre les choses, on oublie de critiquer et de proposer pour transformer. Et puis une deuxième citation, alors celle-ci est le plus classique, mais je vous la rappelle dans sa globalité. Chaque génération sans doute se croit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas, surtout moi. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Ça vous rappelle bien sûr Albert Camus à l'occasion de la remise de son prix Nobel en 1957. C'était déjà en 1957, mais il me semble que, de façon très urgente, il faut empêcher que le monde se défasse. Merci Richard.